Donc je vous présente Vincent Borde, le directeur de la communication de Groupama Team France, et Louis-Noël Viviès, le directeur commercial, qui vont nous faire un petit point sur où on en est de la Coupe de l'América, qui a beaucoup changé, qui est une épreuve pour le coup en mutation accélérée. Vous avez une petite présentation, un petit film, vous avez quelque chose à nous présenter? On a apporté, on fait des efforts, on essaye de se mettre au niveau parce que c'est très international, donc on va essayer d'être bon. Donc on le fait en français quand même, vous nous excuserez, on va essayer d'être un peu concis et puis on va vous présenter un petit film. La plus difficile à gagner. Historiquement, c'est des défis entre nations. Les bateaux les plus rapides existants au monde en train de se battre, ça c'est magnifique. Les meilleurs navigants, les meilleurs managers, la concurrence la plus élevée. Ça représente l'ultime en matière de sport, de technologie, de relations humaines. Le seul endroit où on n'a pas encore gagné, c'est sur la coupe. On a tous des rêves de voir ça devenir de plus en plus beau, de plus en plus fort, de plus en plus éclatant. Voilà, il n'y a rien au-dessus de la Coupe de l'América. Donc si un jour on peut y accéder, c'est sûr que c'est une partie du rêve. Et si un jour on peut la gagner, c'est l'autre partie du rêve qu'il faut qu'on accomplisse. Aujourd'hui, si on se rassemble, c'est pour être fort collectivement. Un défi national, c'est avant tout une union nationale. Il faut se serrer les coudes. Là, je me dis, c'est le moment d'expliquer qui on est, ce qu'on veut, pourquoi il faut nous rejoindre. Grâce au travail que l'on a pu faire avec Groupama ou Michel de son côté, on a une richesse qu'on va pouvoir utiliser sur cette Coupe de l'América. Franck va s'occuper plus de la partie voile et moi plus de la technologie. Et Olivier, ça tombe bien, il sait faire ça très bien, il va s'occuper de la communication. Des vrais talents, des vraies générosités, une vraie énergie. Dans cette équipe-là, il n'y a pas de n'importe qui, quoi. On est fiers de notre pays, on veut démontrer qu'on est capable de faire de grandes choses. Porter haut et fort les couleurs d'une nation. Je pense que tout le monde peut vite partager en se disant on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire mieux, quoi. C'est le début d'une grande histoire, j'espère. On a toujours dit que Team France était en vue de la Coupe de 2017, mais c'était en vue des 20 prochaines Coupes. La France s'est créée un savoir unique au monde. C'est à nous de continuer à exceller dans ce monde-là. On a une vraie culture du multicoque en France, on a une vraie culture des bateaux de vitesse. On a plein d'efforts à faire. Par contre, je pense qu'on a un potentiel énorme. Tous les feux sont au vert et je pense qu'on peut vraiment remercier Groupama de déclencher cette histoire et ce phénomène. C'est gratifiant pour tous ceux qui ont la chance d'y être et je pense que ça va être gratifiant pour tous ceux qui vont nous rejoindre. On a un pichet d'argent à aller chercher, il faut qu'on y aille tous ensemble. Pour tout le monde, c'est ramener la Coupe en France, l'organiser et la garder comme les Américains l'ont gardée longtemps. Voilà, hein, c'est pas mal quand même, Yes. ils sont bien hein, les trois là. Donc écoutez, déjà on est très content d'être là. On avait deux raisons en fait d'être là quand on a commencé à travailler sur le projet il y a bientôt 3 ans avec Louis-Noël. La première c'est parce qu'on a réussi à monter le projet, mais ça aurait aussi pu être, et on est passé pas très loin, parce qu'on n'aurait pas réussi à le monter. C'est un projet qui est difficile. On a commencé à y travailler au début de l'année 2013 pour in extremis signer juste avant le deuxième dépôt du $1 million d'inscription qu'on devait et qui n'était pas remboursable si jamais on n'y arrivait pas. Et donc on a travaillé, on a pris des risques et puis on a eu de la chance. C'est le changement des règles qui fait qu'aujourd'hui effectivement on est là. Alors ça a fait le malheur un peu des Italiens qui n'ont pas apprécié et supporté ce changement de règlement, mais ça a fait notre bonheur, donc on est désolé pour les Italiens. On les remercie néanmoins parce que grâce à eux, on récupère une partie du design team qu'ils ont alimenté et financé pendant 1 an et demi, donc c'est plutôt pas mal pour nous, on gagne du temps et des moyens, donc ça va. Aujourd'hui, on aurait été ravis de vous présenter Bruno Dubois, donc Feng, ancien team manager que certains d'entre vous connaissent bien, ou Franck. Mais en fait, ils sont dans l'avion. Franck est dans l'avion aujourd'hui pour aller aux Bermudes. Bruno y était ce week-end-ci. Louis-Noël part demain, moi après-demain. Donc voilà, donc vous avez le pauvre communicant et puis le meilleur commercial de la planète, en la personne de Louis-Noël Viviès,
qui va, je vais passer la parole, Louis-Noël, dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Je pense que vous avez un petit peu la vue générale du projet, comment il se déroule. Moi, je veux juste bien qu'on fasse un update sur les règles, sur avec quel bateau ça va se courir, parce que tu baignes dedans. Alors les règles, c'est assez simple. Hein. Donc on parlait d'un changement de règles. Les bateaux sont plus petits. C'est la citation du jour. On parle de la Coupe d'Amérique. Ouvrez les guillemets. Les règles, virgule, c'est assez simple. Voilà. Non mais c'est vrai. Les bateaux sont quasiment tous les mêmes, 50 pieds de long, quasiment des monotypes sur l'aile, la plateforme, c'est-à-dire à la fois les coques, les poutres. Tout ça est monotype, mais de manière très précise, à la fois dans les formes, dans les matériaux à utiliser et dans les procédés de construction. Sur l'aile, il y a uniquement l'élément 2, c'est-à-dire la partie arrière de l'aile sur laquelle on a le droit de faire des petites choses, mais c'est vraiment très léger. Et ce qui est par contre totalement ouvert, ce sont les appendices, les systèmes de commande de ces appendices, les systèmes de commande de l'aile, et puis le travail aéro autour des poutres et du bateau. Le reste est tout pareil, et c'est la raison pour laquelle on réussit en fait à participer avec des budgets qui sont sans commune mesure par rapport à ce qui se faisait des années précédentes. C'est-à-dire qu'on est passé de quelle enveloppe budgétaire à quelle enveloppe budgétaire ? Ça a été pour nous, à l'origine, on était sur un budget de 72 millions d'euros, qui était sur 3 années pleines. Et au final, on va arriver sur un budget d'à peu près 25 millions. Donc c'est divisé par 3 quasiment. Effectivement. Donc c'est pas mal. Si on divise ton salaire par 3. Non, si on augmente mon potentiel budgétaire par 3. On va plutôt le voir dans ce sens-là. Louis-Noël va nous faire un petit point. Maintenant, toujours simple. Un petit point sur l'état du budget, vous voulez dire Oui, puis même sur la démarche qui est un petit peu intéressante, un petit peu particulière, parce que c'est pas une recherche de sponsor très traditionnelle non plus. Puis vous vous placez sur, comme l'a bien dit Franck dans le film, vous vous placez sur un temps un peu plus long que juste la prochaine coupe. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que c'était intéressant de voir la fin, malheureusement, de la présentation d'Hervé. On est parti sur le constat qu'on ne trouverait pas un Bernard Arnault ou un Larry Ellison en France, que le seul modèle qui était pérenne et qui marchait, c'était le modèle néo-zélandais. Et en gros, on a construit Team France comme un Team New Zealand à la française, avec une dimension techno supplémentaire, parce qu'on aime bien ça, parce qu'on a quand même une vraie richesse technologique en France. Vous remarquerez que dans tous les teams de la Coupe, il y a quand même beaucoup de Français. Il y a encore beaucoup de Français d'ailleurs, même si on en a récupéré quelques-uns, qui se baladent à l'étranger, avec des rémunérations 2 fois, 3 fois, 10 fois supérieures aux nôtres, mais c'est la loi du marché. Donc on est parti de ce concept qui est de créer un Team France à l'image de Team New Zealand. Ce qui veut dire avoir aussi une partie filière, détection, formation des jeunes. Parce que comme le disait Hervé tout à l'heure, c'est vrai qu'on est très fort pour les filières solitaires en France. Il y a vraiment un escalier qui est bien tracé, qui est simple. Mais il n'y a pas grand-chose pour l'équipage. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que quand un gamin aujourd'hui fait du dériveur ou même fait de l'APO, fait de la préparation olympique, quelles sont ensuite les marches, parce que la structure des yacht clubs n'est pas la même en France que dans les pays anglo-saxons. Donc la régate est un peu le parent pauvre. Donc l'idée, c'est de vraiment permettre à des jeunes, déjà pour pouvoir répondre aux obligations de la Youth, donc de la Red Bull Youth America's Cup qui impose que les équipiers aient moins de 25 ans. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on forme d'ici 2017 de quoi manier un AC45 volant. Or, ceux qui ont fait la Youth de l'édition précédente, aujourd'hui, pour beaucoup, ils ont plus de 25 ans, donc il faut tout recommencer à zéro. C'est obligatoire la participation à la Youth? Oui, c'est obligatoire pour les Groupama Team France. C'est pas forcément Groupama, c'est Team France. Groupama va y participer d'une manière ou d'une autre. Mais quand je dis Groupama Team France, c'est l'entité actuelle. En fait, c'est la filière dont parle Louis-Noël et qui est vraiment l'élément un petit peu transversal et qui va permettre de préparer des prochains défis. Et vous ne pouvez pas y échapper. Vous êtes obligé on est obligé d'y aller. Après ça, on aime bien ce genre d'obligation. Mais c'est pour ça ne serait-ce qu'à cause de la Youth, on était obligé de faire de toute façon ce système. Donc aujourd'hui, Team France, c'est une association dans laquelle vous avez les 3 skippers que vous avez vus là, dans laquelle vous avez la Fédération française de voile, le Yacht Club de France, un certain nombre de gens qui ont mis de l'argent au départ pour nous aider. On va en citer Bruno Bic, Jackie Lorenzetti, le patron du Racing,
Bertrand Méheux, l'ancien patron de Canal+, et une dizaine d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires passionnés qui voulaient que la France y arrive. Donc c'est une association qui a une filiale à 100%, qui est une SAS, qui s'appelle, qui est donc la SAS Team France, qui elle porte le projet pour la 35e America's Cup. Mais l'association a clairement un but à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Le jour où Cartozon décide de plonger sous terre, les autres, par cooptation, désigneront 1, 2, 3 autres skippers qui viendront les remplacer. L'objet, c'est vraiment d'avoir cette filière sur le long terme, pérenne, avec des partenaires qui ne sont pas forcément ceux de la Coupe. La filière peut très bien, demain, monter un projet avec des jeunes sur une Volvo ou sur un autre projet. C'est pas l'objectif, c'est formation des équipages, parce que c'est vraiment une carence en France, alors qu'on a un marché du sponsoring qui est formidable. On n'est pas assez performant, on trouve, au niveau international en équipage. Donc c'est pour ça qu'on a monté Team France comme ça. Donc aujourd'hui, clairement, on a Groupama qui est le sponsor titre, un peu comme Emirates pour Team New Zealand. On a déjà quelques partenaires technologiques qui mettent donc des value in kind, qui mettent des prestations, mais qui mettent aussi du cash pour certains d'entre eux. Donc eux, vous les verrez en petit sur la machine, sur les machines, parce qu'on a un AC45, un AC45 turbo qu'on met à l'eau au mois d'avril, et l'AC50 qu'on met à l'eau donc dans les 150 jours réglementaires, donc fin décembre 2016. Donc dans ces partenaires technologiques, je ne vais pas tous vous les citer, mais de toute façon vous les connaissez, c'est Altran, Atos, Dassault, etc., qui sont des gens qui aujourd'hui nous amènent par exemple de la puissance de calcul dont on a besoin pour faire de la CFD, donc pour faire du calcul. On est des très gros consommateurs, puisqu'on a aujourd'hui on a prévu de consommer à peu près 6 millions d'heures de supercalculateurs, à 256 cœurs pour les spécialistes. Donc on a sans doute la plus grosse puissance de calcul de tous les teams, mais maintenant il faut pouvoir la financer. Alors ça, c'est vraiment l'apport de ces prestataires et de ces partenaires technologiques français, parce qu'en France, non seulement on a sans doute les meilleurs marins du monde, mais on a aussi un pool d'entreprises hyper compétentes et riches en fait. C'est difficile de leur tirer du cash, ça je vous l'accorde, c'est un peu mon boulot et c'est pas toujours facile. Mais par contre, les intégrer d'abord par la partie techno, c'est-à-dire intéresser les équipes en interne, les faire travailler sur des projets de cavitation, de décrochage, de déformation des profils, etc. Et ensuite, une fois qu'ils sont rentrés dans le truc, c'est pas très difficile en fait de leur prendre 100 000, 200 000 par an. Mais il faut d'abord rentrer par le sujet lui-même. T'es enregistré, Louis. Je sais bien. Mais je vous donne ça pour notre culture générale. Pour la culture générale, pour la stratégie, comment intéresser un partenaire, c'est d'abord s'intéresser à son métier, et puis ensuite, il veut le faire savoir, et c'est comme ça qu'on vend. C'est pas l'inverse. On lui vend pas, on l'aide. On l'aide en plus. C'est un peu différent. Voilà. Non, mais c'est vrai, des boîtes comme des gens comme CDA Dabco ou même Fine Marine, etc. En fait, on les aide parce qu'on participe au développement des codes. Donc, voilà. Donc on a ce socle technologique, on a ce partenaire titre, on a ouvert 4 slots, on va dire, de partenaires officiels qui vont prendre les foils, les stabilisateurs, donc les safrans, le bas de l'aile, et puis l'intérieur des étraves. Enfin, aujourd'hui, ce sont les espaces qui sont définis. C'est des slots qui ne sont pas très chers, qu'on vend dans les 500 000 euros par an. On peut discuter après, si vous voulez, pour les rendez-vous. Donc, c'est pas très cher. Il y a déjà un guichet avec Léo Lucet pour les skippers d'Ultime. Donc, après, pour les sponsors potentiels pour la coupe, n'hésitez pas. Donc, voilà. Ces slots sont bien partis pour être, on espère, signés d'ici le début de l'année prochaine. Et à ce moment-là, on aura donc des moyens cohérents. Aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, les rémunérations en fait, moyennes chez Team France sont beaucoup plus basses que chez Oracle ou Bar. Et donc ça nous permet, avec une masse salariale qui ne représente pas les 2/3 du budget comme souvent chez les autres, d'avoir en fait beaucoup plus de moyens techno et même en termes de bateaux. Vous avez appris qu'on crée un premier centre de formation grâce à Big Sport, qui nous fournit à l'École nationale de voile et des sports nautiques. À l'École nationale de voile et des sports nautiques, à la Fédé. Et donc, on va avoir 2 GC32 et 3 Flying Phantom pour pouvoir à la fois faire tourner l'équipage A avant que la C45 Turbo soit mis à l'eau, et en même temps pour commencer à faire travailler les jeunes. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions sur le financement de Team France. Ah si, alors, on a un truc qui est important aussi.
on a un truc qui s'appelle le Club Team France, qui regroupe justement ces gens qui au départ nous ont aidés en mettant un petit peu d'argent, puis en nous ouvrant des portes aussi. Et ce Club Team France est ouvert plutôt à des PME, des tickets d'entrée à 10 000 € par an, qui vous donnent le droit d'utiliser quelques droits, quelques appellations, donc c'est assez limité. Mais c'est important parce qu'on veut faire, là encore, on pompe tout sur Team New Zealand. Hein. Ils ont cette espèce, eux, de réservoir d'une centaine de PME, de sociétés, qui font soit de la prestation, soit qui les aident un peu financièrement. On est bien parti pour avoir le même type de club. Et on soigne, je tiens à le dire, on soigne particulièrement les membres du Club Team France. Là, on les emmène aux Bermudes dans un avion privé. On les invite partout là-bas, ils sont le club AC. On les a invités au départ de la route du Rhum à dîner à Cézembre sous la flotte, enfin ou presque. Ça, tomber dans l'eau aussi. glacée, c'était bien ça aussi. Meilleur marché, mais c'était bien. Ça fonctionnait. Donc voilà. Pas mal. Du coup, en termes de visée budgétaire, vous en êtes à combien de l'objectif? J'ai pas fait d'arrêter ce matin. Tellement ça tombe tous les jours. Non, mais bon, il y a Non, mais encore. grosso modo, je veux pas un chiffre secret, mais le. Bon, on est à 85% du budget. D'accord. Je crois qu'il y avait un petit peu de crowdfunding aussi. Il était question de faire un peu de. Non. On est en train d'y réfléchir en ce moment, de voir un petit peu comment on le fait. C'est pas simple parce que si vous voulez, la somme d'argent qu'on va trouver par rapport au budget global est de toute façon d'un rapport totalement inefficace. Néanmoins, c'est clair qu'on cherche à développer l'assise populaire et le nombre de personnes qui peuvent exprimer d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, le crowdfunding répond bien à cette problématique, leur soutien au projet. Donc avec la filière, ça c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, on est en train de voir s'il n'y a pas d'autres systèmes, parce que c'est quand même... il y a un petit problème de dévoiement du support, en tous les cas. Le crowdfunding, autant quand on veut faire la mini, et plus que de l'ultime, on peut réussir, et il y a pas mal de minis, je pense, qui ont bouclé leur budget pour participer à la mini cette année avec du crowdfunding. Autant sur notre projet, si on réussit à... c'est difficile d'abord d'estimer les montants qu'on peut collecter. Après ça, il y a toute la problématique des rewards qui doit quand même être gérée, ce qui fait qu'on limite vite l'entrée. Et puis après ça, est-ce que, encore une fois, il n'y a pas d'autres systèmes? Donc on réfléchit à la question et on doit prendre une décision là-dessus à la fin de la semaine aux Bermudes, justement. Mais donc, si on le fait, et quoi qu'on fasse, je pense qu'on devrait être en mesure d'annoncer des choses au Salon Nautique, lors duquel on fera le premier samedi une présentation générale du projet en public sur la grande scène, alors que le vendredi soir, on a une opération qui sera davantage liée aux partenaires, aux gens qui nous ont aidés un peu au premier cercle, grâce auquel on est là aujourd'hui avec les navigants, avec tout le monde, avec Franck, Michel, Olivier. Et voilà, mais et puis après ça, on va voir aussi, à partir de ce week-end, ce qu'on est capable de donner sur le plan d'eau. On a vu que pour l'instant, c'était assez difficile, et une des choses qui est très difficile pour nous, c'est que les Américains sont assez malins. Ils ont édicté un règlement qui fait qu'en gros, on n'a pas le droit de s'entraîner avant les régates. Alors quand on part avec un peu de retard, comme c'est notre cas par rapport aux étrangers qui, eux, naviguent sur ce type de bateau depuis 3 ans, même si le mode volant est est arrivé plus récemment. On a le droit de naviguer sur quasiment les mêmes bateaux, mais en version turbo, c'est-à-dire un peu modifié, qui se rapprochera de manière importante de ce que seront les AC50. Mais là encore, quand on part un peu tard comme nous, on n'a pas encore eu le temps de faire ces bateaux-là. On y travaille en ce moment, et c'est le bateau qui sera mis à l'eau ici, à Lorient, notre port d'attache, au mois d'avril, au mois de mai prochain. Donc on a du mal un petit peu à rattraper notre retard. L'équipe, la semaine dernière, il y a 10 jours, a navigué un petit peu à Marseille à l'issue du Grand Prix de GC32 pour pouvoir naviguer ensemble et retrouver un petit peu des automatismes de manière à être efficace dès l'entrée aux Bermudes. Et puis par contre, après la régate, on a le droit de s'entraîner un petit peu, parce que là, c'est la dernière de l'année, donc on reste pendant 10 jours. L'équipe sportive et une partie de l'équipe technique restent pendant 10 jours aux Bermudes pour s'entraîner avec les Japonais. Les Japonais de Dim Barker, je rassure. Voilà, l'équipe B d'Oracle, en fait.
Donc là, on va pouvoir continuer à s'entraîner, à tester trois nouveaux équipiers pour avoir un petit peu de spare et de rotation dans l'équipage actuel, parce qu'on a vu que ça nous a joué des tours le dernier jour à Göteborg, quand Arnaud Psarophagis, ce tacticien, était victime d'une intoxication alimentaire. Donc on a 3 nouveaux équipiers qui vont être testés, qui est Thomas Le Breton, qui était en équipe de France de Finn, de laser, qui est également remplaçant sur Spindrift, Olivier Herlédan et Hervé Cunningham. Donc voilà. En termes de planning, comment va se scander le planning de Groupama Team France jusqu'à la Coupe? Alors là, on a donc la dernière épreuve 2015 aux Bermudes. On a ensuite une épreuve probablement à la mi-février au Moyen-Orient. On ne sait pas encore si c'est Abu Dhabi ou Dubaï, mais de toute façon c'est par là. Ça va être confirmé à la fin de la semaine. On a ensuite une épreuve. Alors après, donc chronologiquement, on a la mise à l'eau de la C45 Turbo, donc qui va être qui va utiliser les appendices du futur AC50. Ça va être une plateforme à la fois de développement et d'entraînement, elle qui sera basée à Lorient. Donc c'est une mise à l'eau importante parce que ça veut dire qu'on va avoir une machine ici qui va nous permettre de naviguer tous les jours et enfin d'être à peu près au même niveau d'équipement que les autres. Ensuite, on a une épreuve ACVS à New York, début mai, 12 mai. On a une épreuve ensuite à Chicago au mois de juin. Et après, Portsmouth, dernier week-end de juillet, Göteborg, dernier week-end d'août. Il y a un projet en France, mais qui pour l'instant n'avance pas beaucoup. Et on finirait par le mois de novembre à Tokyo. Voilà, ça c'est le programme. Chaque challenger doit organiser un ACWS? Non, on ne doit pas, on peut. On n'est pas obligé, mais on peut. Ouais. On peut et c'est mieux. Je pense que c'est important. Nous, si on réussit à monter en France, il y a des discussions en ce moment, pas avec Lorient parce que c'est un petit peu tard. Mais il y a des discussions qui sont engagées avec la Louis Noël connaît mieux que moi, avec Toulon, Provence, Méditerranée. Ouais, TPM et puis Marseille qui a été désigné ville. Mais bon, voilà, pour l'instant c'est un peu au point mort. Et sinon, après 2017, donc on met à l'eau le bateau ici au mois de décembre et on part. Là, on parle du 50 pieds. Ouais, 50 pieds et après donc on part aux Bermudes janvier et février. Il n'y aura quasiment aucune différence entre le 45 turbo qu'on va mettre à l'eau à Lorient au mois de avril-mai et le 50 pieds. En fait, il y aura juste la longueur de coque. Parce qu'autrement la largeur, les poutres seront les mêmes, l'aile c'est la même, celle qui sera à bord, les appendices seront les mêmes, encore qu'il y aura certainement un petit peu de développement à venir, mais tout ça est assez fortement limité, même les développements des foils entre maintenant et la coupe. Aujourd'hui il y a le droit à avoir deux jeux de foils par bateau, 3 jeux de safran. Et dans les foils, tout le monde travaille. Une des difficultés qu'il y a aujourd'hui, c'est que le temps de construction des foils est assez important parce que ce sont des pièces qui prennent beaucoup d'efforts. Donc les Américains notamment travaillent beaucoup avec Airbus sur le fait de réussir à avoir le type qui soit interchangeable, c'est-à-dire la partie horizontale en gros du foil. Et auquel cas, dans ce cas-là, si on y arrive, et comme c'est eux qui font les règles, pour ça qu'on voit qu'ils travaillent là-dessus, c'est que si on y arrive, on a le droit d'avoir 2 jeux de foil, mais 4 jeux de type. Donc on gagne un petit peu. Et ouais, non, nous on fait ça avec Dassault, c'est mieux, tu sais, le Rafale et tout, ça va un peu mieux. Non, on construit tout, en fait. Tout est construit a priori. Les contrats ne sont pas encore finalisés, mais sans trahir de secret, quasiment l'intégralité du bateau, à l'exception d'une partie de l'aile, sera construite en France et en Bretagne. Tu aurais préféré l'inverse? En Bretagne et en France? Non, mais je vois pas où c'est du coup. Ah bah il y a le nord, il y a le sud. En Bretagne on sud est assez grand, ouais. Bah il n'y a pas beaucoup de chantiers. J'ai interrogé Martin Fischer afin de préparer notre rendez-vous. Jimmy, tu connais la capacité à être précis. Et en fait, les techniques de mise en œuvre sont très complexes et il n'y a pas énormément de chantiers dans le monde qui soient capables de construire ce type de bateau. Et nous, on a de la chance ici parce qu'on a tout ce qu'il faut.
Il y a une règle de nationalité, de nationalité de construction toujours. Oui, bah alors ils n'arrêtent pas de la modifier. Hein. Aux dernières nouvelles, c'était que le nez, la crash box amovible à l'avant qui devait être construite dans le pays. Il y a quelques mois, c'était la peau extérieure. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir dans les mois qui viennent, mais... Alors, quand on l'aura gagné, on remettra en règle, en vigueur les règles de nationalité. Et là, on va rigoler. Parce que là, on pourra commencer à s'amuser, ce sera sympa. Les règles de construction, enfin, on fera un truc même, voire ce ne sera pas dans le pays forcément, mais dans la région. On leur fera un truc un peu pourri, quoi. Et puis on leur demandera de venir ici à la voile. Ouais, voilà. En disant que ça va se courir sur un bateau de 40 pieds. Les Anglais Comme ça, les pas très loin. néo-Z, déjà, ils auront du mal. Ouais, les Anglais, et puis ils vont être bons, je pense, les Anglais. Là. En termes de moyens aujourd'hui, de moyens non pas financiers mais humains, Groupama Team France, c'est quoi? C'est une équipe de combien de personnes organisée? On va être une cinquantaine, non? C'est ça 52. Ouais, ça fera une bonne cinquantaine. Pour l'instant, l'essentiel est composé en dehors du commercial. Magnifique. Commercial. Non, autrement, c'est essentiellement du sportif. Hein, avec l'équipe, là, il y a quand même qui se déplace aux Bermudes, il y a à peu près 25 personnes, donc ça fait un petit peu de monde. Et puis autrement, c'est le design team qui est là, et là, ils doivent être à peu près une douzaine à travailler en ce moment. Tout le monde est recruté ou il y a encore du recrutement? Je pense que si tu veux déposer ton CV, il faut te dépêcher. Ah, moi, Faut te dépêcher. Non, je sais pas trop ce que je peux faire pour vous. Je crois qu'à peu près tout le monde est calé, pas trop. Ouais, on n'en est pas loin en tous les cas. Franck a déjà son sparring partner avec les Japonais pour commencer. Voilà, mais ça c'est de manière assez... voilà, parce qu'il y a des opportunités qui se présentaient à ce moment-là. Après ça, surtout quand on va revenir ici, on ira naviguer à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Avec 2 GC32 qui sont des bateaux qui sont assez relativement proches, notamment en nombre d'équipiers à bord. Hein. On va essayer d'être le plus autonome possible en fait. Dans ce domaine-là, il faut essayer de ne pas dépendre des autres parce qu'autrement, tu perds du temps. Mais c'est vrai qu'il y a des projets avec Bar en fait. Bar voulait nous inviter là-bas et venir ici pour pouvoir... bon, mais maintenant, est-ce que... Vous avez le droit de vous entraîner à 2 bateaux? Ouais, on a le droit. Mais il faut se méfier des Anglais, tu sais. C'est toujours, on m'a toujours appris ça, hein, Jimmy? Voilà. Est-ce que quand on lit la presse et quand on regarde, il y a beaucoup de gens qui ont eu le même type de réaction que les Italiens, qui est de dire cette nouvelle coupe, c'est plus la coupe. Qu'est-ce que vous pensez de ces remarques et de ces critiques sur... Alors moi j'ai un point de vue, moi je m'explique ça de manière relativement simple. L'évolution qu'a apporté Russell Coutts, c'est que d'abord, d'après les informations qu'on a, les conditions à la fois de défense de la coupe et d'organisation de cette défense qui lui ont été données par Larry Ellison sont assez drastiques. Il avait l'habitude de travailler depuis qu'il a quitté la Nouvelle-Zélande, en fait, que ce soit avec Alinghi et après ça avec Oracle à budget ouvert, alors que là, ce n'était pas le cas. Donc, il se dit attention, je pense qu'il ne faut pas uniquement dépendre de riches passionnés. C'est un risque. La deuxième, c'est qu'il a cherché à monter depuis quelques années déjà, à l'origine avec Paul Caillard, un circuit de coureurs et de compétition professionnelle sur des gros bateaux. Et qu'il a ce type d'expérience avec le circuit RC44 qu'il connaît bien et qui, s'il peut encore une fois se dégager des capitaines d'industrie tout en leur proposant de le rejoindre quand même, et ben là il a réussi quelque chose. Et il n'avait aucune chance de réussir à le faire s'il restait sur des bateaux qui étaient aussi gros que précédemment, parce que quand même les budgets étaient trop forts. Et qu'on est dans un monde économique qui est quand même un petit peu différent de ce qu'il était il y a une dizaine d'années, quoi. Donc il fallait évoluer, et le changement de support et le développement technologique lui permet de le faire. A priori, selon ce que disait encore Martin Fischer ce matin, les bateaux de 50 pieds iront au près plus vite que les AC-72, qui allaient déjà assez vite, quoi. Ils marchaient entre 25 et 28 nœuds, quoi. Donc, ouais, puis le potentiel d'innovation, il est colossal parce que aujourd'hui, ils se rendent compte qu'en fait, au près par 25 nœuds de vent,
On a très vite 60 nœuds de vent apparent sur la plateforme, et que donc en fait l'aérodynamique de la plateforme devient plus porteuse que les foils eux-mêmes. Donc on arrive quand même très très vite vers des machines hybrides qui sont des machines volantes. Je voulais juste faire un retour moi sur l'évolution de la coupe. C'est vrai qu'on entend tous les jours des gens qui regrettent un peu les 12 Meiji croisés à fond à 12 nœuds, mais quand on C'est bon, tu peux t'arrêter là. Hein. Ouais. Quand on parcourt avec sa petite mallette tout le CAC 40 à longueur d'année, je peux vous dire que vendre un produit comme ça, de bateaux qui volent, ça touche une génération, ça touche le monde de la glisse, ça touche le monde de l'aéronautique, ça préfigure un peu les transports de demain. Ça a un potentiel de croissance qui, à mon avis, est incomparable avec le yachting classique à la papa, quoi. Donc, et c'est vendeur, même si c'est pas vendu très cher. Mais c'est la première fois que... Vous allez faire une affaire. Non, mais c'est la première fois que les droits sont achetés. Alors, non, mais c'est pour ça que je disais ça, parce qu'ils ne sont pas achetés une fortune. Je crois qu'ils ont le budget global de la coupe au dernier advisory board auquel je participe, c'était 108 millions de dollars, donc c'est pas un budget colossal. Mais ceci dit, ils ont vendu pour de mémoire une quinzaine de millions de dollars de droits, ce qui est nul pour un sport, mais ce qui est vachement bien pour la voile quand même. Donc ils ont vendu à NHK, ils ont vendu à BBC One, ils ont vendu à ESPN pour l'Amérique du Sud, à NBC à Canal+, pour qui diffuse sur Canal+. Canal+, c'est un autre dossier qui Non, ils s'améliorent cette fois-ci. Ils Ouais. seront en direct sur Canal+ Sport et en différé juste le soir sur Dailymotion. Ouais. à 0h sur Dailymotion, en clair pour tout le monde. Donc, Ouais. on Donc, se bagarre. mais on a tous les plus gros diffuseurs de sport qui en fait ont acheté des droits pour la première fois quand même, parce que la fois d'avant c'était encore Oracle qui a acheté l'espace sur NBC pour pouvoir diffuser les courses. Il y a eu l'une des deux coupes d'Alinghi où il y avait eu des ventes de droits. Oui, sans doute. Ouais. Mais bon, tu vois, il y a un vrai basculement. Donc ça c'est vraiment intéressant et c'est vraiment nouveau, quoi. Oui, justement, toi qui parcours donc les salles d'attente du CAC 40 avec ta petite mallette toute l'année, est-ce que tu as vu le regard des gens qui ont déjà été sollicités très probablement plusieurs fois et par toutes les tentatives précédentes? Est-ce que tu as vu leur regard changer justement sur la coupe? En France, on a quand même toujours cette image de la coupe Baron Bic, Ted Turner, enfin tu vois, c'est lourd hein, quand même. En France, c'est encore assez lourd. Et on a un vrai clivage entre les sociétés qui sont identifiées comme luxe ou paraluxe. Hein, c'est-à-dire, les partenaires de la coupe aujourd'hui, c'est BMW, c'est le Louis Vuitton. Groupama est vraiment une marque grand public. C'est une mutuelle à l'origine, c'est un assureur mutualiste. Et les gens qui viennent avec nous aujourd'hui, qui viennent spontanément voir le produit et qui discutent avec nous, sont plutôt des marques grand public, de grande distribution. C'est pas du tout l'univers du luxe. Hein. Ce qui pose d'ailleurs des questions assez rigolotes. Nous, avec Vuitton et avec Moët et avec BMW, qui sont des partenaires de la coupe, c'est qu'ils se disent mais l'équipe française, elle arrive avec des partenaires qui sont pas du tout de notre univers et c'est presque trop populaire pour eux, quoi. Donc on va peut-être trop vite même. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que justement, on va amener des sponsors nouveaux. Mais vous aurez plus accès au club VIP du coup, si tu viens avec une mutuelle agricole. Ouais, Comme était t'inquiète Groupama pas, à on l'origine. monte notre propre club. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Je pense que nous, les Français, on sait quand même bien faire la fête le soir. On sait organiser des belles fêtes. C'est un truc sur lequel on est bien meilleur que les Américains, que les Anglais, que tous. Si on a les moyens. Plutôt que faire des RP en effet un peu prout-prout en cravate avec des nappes blanches, on va essayer de faire plutôt jouer des jeunes chefs un peu créatifs sur la plage pieds nus avec avec de la musique électronique. On sait bien faire aussi en France et on aura tout ce qu'il faut pour essayer de donner une image de la France qui est un peu différente. Il est vraiment beau, hein. Vous les imaginez tous les deux devant le patron de Dassault, le patron de Safran et tout? Mais tu sais, ces gens-là aiment rire aussi. Bah oui, bien sûr. Donc juste pour finir ce que tu disais, le regard a changé ou pas changé? Du coup, tu as l'air de dire que le regard, le regard reste encore un peu dès calé qu'on sur l'ancienne époque, quoi. Ouais, dès qu'on arrive pour un rendez-vous Coupe de l'América et qu'ils n'ont pas suivi la 34e, la première attitude est toujours négative. C'est quand même dingue. Elle est toujours
Vous savez, ça a changé. Aujourd'hui, une entreprise, on doit être citoyen, éco-responsable, social, donc la Coupe de l'Amérique. Mais dès qu'on leur montre en fait les images, qu'on leur explique moi je m'occupe aussi de la com du Salon nautique de Paris, par exemple. On voit l'âge moyen des visiteurs qui prend 1 an et demi à 2 ans par an. C'est quand même pas rassurant, toi. Donc, il y a un moment, quand tous les plaisanciers auront 60 ans, que les mecs qui s'intéressent à la course en auront 70, il faudra peut-être qu'on se pose des questions. Donc, c'est le moment, je pense, ou jamais, d'attirer cette génération de gens qui font de la glisse. Parce qu'on a beaucoup de gens qui reviennent grâce au paddle, grâce au kite, grâce aux jeux virtuels presque. Tu vois, et ces gens-là, il faut leur montrer une autre image, essayer de les séduire avec un sport mécanique qui est violent, qui est rapide, qui est spectaculaire et qui en même temps est super intéressant sur le plan technologique parce que c'est vraiment une nouvelle façon de se déplacer, quoi. Et dans lequel il y a 3 figures françaises qui parlent à tout le monde et qui sont à la fois compétentes en termes sportifs avec Franck et notamment sa victoire dans la Volvo, avec Michel sur l'aspect techno et Olivier sur le côté populaire. Donc c'est vrai qu'on réussit à s'adresser un petit peu à tout le monde et avec une forte crédibilité. Alors à propos de crédibilité, est-ce que un jour on peut gagner la Coupe de l'Amérique? C'est à vous de répondre. Nous on sait. Et on ne vous dira pas. Mais on sait. Il n'y a aucune raison. Je ne vois pas pourquoi on n'est pas plus con que les autres. Non, il n'y a pas de raison. Moi, je pense Et pourquoi cette fois plus que les autres? Cette fois, je ne sais pas si ce sera cette fois-ci. Cette fois, cette équipe-là plus que les autres. Cette équipe-là, je ne sais pas, parce qu'il y a des personnes qui, au moins dans un premier temps, je pense, ont une énergie. Je pense que Franck, en termes de navigation, il fait penser un petit peu à Hélène MacArthur ou à des gens comme ça. Il y en a quoi, un petit supplément d'âme. En tous les cas, une énergie pour être capable d'y aller. Je pense que c'est un peu la différence qu'il y a entre lui et certains autres, parce qu'il y a d'autres excellents marins français qui ont mené des beaux projets sur la Coupe, mais il ne se fixe pas de limite. Il a toujours envie d'aller un peu plus loin, et comme il réussit, dès qu'il passe une marche, il va sur la marche suivante. C'est un petit peu comme s'il montait son escalier, quoi. C'est relativement simple pour lui et assez naturel. Après, c'est une approche totalement décomplexée, parce que quand il dit on est là pour la gagner, peut-être pas cette fois, celle d'après, et puis il l'a gardé longtemps. Oui, mais un petit peu comme il l'a fait pour la Volvo. Hein. Il a la même démarche, il fait les choses bien. Non, ce qui est dur, et il faudra leur remettre une médaille, c'est pour les gens qui travaillent avec lui. Parce que ça, c'est difficile. Moi, je ne suis pas à Lorient, donc toi, tu es dans ses bureaux, mais moi, ça va. Non, et puis pourquoi cette fois-ci? Parce qu'on a vraiment on a absolument tous les moyens pour y arriver. On a peut-être pas le plus gros budget, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pas très grave parce qu'on se paye moins, en gros. Enfin, c'est un peu résumé, mais c'est ça la vérité. Sur le plan techno, design, moyens de calcul, etc., on a largement les mêmes moyens que les autres, si ce n'est beaucoup mieux. Notre handicap, c'est qu'en effet, on est parti tard, qu'on a le droit de naviguer une journée le vendredi avant chaque régate ACVS, alors que les autres ils naviguent depuis 3 ans sur des plateformes, alors qu'ils ne volaient pas, mais c'est quand même les mêmes plateformes. Donc on a cette carence un peu d'entraînement, notamment dès qu'on a plus de 15 nœuds de vent. Hein, c'est vrai que quand ça devient rapide, là on est clairement un peu à la ramasse, mais c'est un truc qui va être comblé très vite, parce qu'avec eux, avec Franck, je me fais aucun souci sur ses capacités de torture ou d'incitation à ce que tout le monde travaille vite. Donc non, je pense qu'on va arriver à la fin 2016, on sera sportivement au meilleur niveau. Technologiquement, on devrait être, sauf si vraiment on fait des énormes conneries, quoi, mais il y a peu de chance. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ici, là. Moi, j'ai 2 questions. La première, tu as parlé beaucoup du modèle Team New Zealand au début dans votre montage. Je crois que Team New Zealand, c'est 30% d'argent public. Est-ce que vous rejoignez aussi cet axe ou on peut pas d'abord, à cause de cette problématique d'image de marque de la Coupe. Déjà, rien que ça, ça interdit absolument. Alors, on a une aide significative et stratégique de la ville de Lorient, sous la forme de la base, en fait, parce qu'il nous aide à nous maintenir et à développer cette base ici, donc de Lorient-Bretagne Sud. Mais à part ça, alors à moins qu'on considère que certains crédits d'impôt recherche ou que
certaines formes de mécénat, c'est de l'argent public parce que c'est de l'économie d'impôt. Enfin bon. Une des règles qu'on s'était fixées au début, lors d'un premier rendez-vous qu'on avait eu avec Michel Desjoyaux notamment, était de dire on n'ira pas, en tous les cas, nous solliciter de l'argent public. Après ça, c'est effectivement ce dont on discute avec Lorient Agglomération, qu'il y ait des entités publiques qui trouvent un intérêt à venir avec nous, au contraire, très bien, et on ne va pas les repousser. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a néanmoins eu, et on l'a vu dès le début de notre projet, parce que ce que disait Louis-Noël est tout à fait exact, on a commencé vraiment en s'inspirant du modèle néo-zélandais, à tel point qu'on était même sur un Team Bretagne, en disant c'est à peu près la réflexion était la suivante, c'est à peu près le même nombre d'habitants, c'est à peu près la même compétence en termes de bateaux, que ce soit de construction navale, que ce soit de palmarès ou de conception de bateaux. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient similaires. Et une des premières personnes qui nous a appuyés, qu'on est allé solliciter, qui nous a appuyés plus exactement dans cet ordre-là, c'est Jean-Yves Le Drian. Et qui a été vraiment d'un grand support et d'un grand soutien pour nous. Et bon, après ça, on en a vu les limites, malheureusement, non pas de son fait, mais par exemple, il nous a organisé un rendez-vous avec le numéro 2 du groupe Airbus, qui s'appelait EADS à l'époque, un certain Marwan Laoud, qui a une maison dans le Finistère Nord, près de Roscoff. Et il y a eu un rendez-vous chez lui et il a dit « Ouais, génial, on va aller ensemble péter la gueule aux Américains ». Et puis 2 mois après, les Américains avaient signé un contrat avec Airbus, quoi. Donc... ouais, mais il n'y a pas de cash, hein, donc c'est pas très grave. Hein. Donc c'était pas... Alors que pour nous, c'était assez évident. Moi, quand j'avais pris cette stratégie-là, à la fois du Team Bretagne et puis avec Le Drian, c'était justement pour arriver là. Et en fait, c'était pas une bonne idée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la fonction publique a un peu d'autres choses, d'autres difficultés. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Mais je crois qu'ils ont un peu d'autres sujets à traiter avant. Et ça me semble davantage être de la responsabilité du secteur privé. Tu avais une deuxième question, Quentin. Ouais, ma deuxième question, c'était... Vu le timing et justement, tu parlais pas mal du retard à combler. Est-ce que le double lièvre America's Cup plus JO est pas un peu fait pas surcharge, quoi. Même si je connais la capacité de travail de Franck. Hein. Non, au contraire, je pense que de toute façon il peut pas naviguer en AC45. Le temps de navigation en AC45 est assez limité. À côté de ça, on a vu, moi ça fait 18 ans que je travaille avec Franck, donc j'ai suivi à peu près 3 régates sur 4 depuis 18 ans. Il était assez mauvais sur les départs. Maintenant, si vous regardez les 2 premières épreuves d'ACVS qu'il a eu, il faisait partie des meilleurs sur cette phase-là. Et ça, l'olympisme lui a apporté beaucoup, de pouvoir prendre beaucoup de départs dans des conditions techniques assez difficiles et sur un type de support proche, même s'il est plus petit. Donc je pense, au contraire, de toute façon, son calcul a été relativement simple. Ça fait assez longtemps qu'on s'intéresse à la coupe. Hein. Et quand il a regardé un petit peu quelles étaient les qualités des équipages et des équipiers qui naviguaient sur les bateaux concurrents, ils avaient quasiment tous des médailles d'or sur les Jeux. Donc il s'est dit, c'est pas par hasard, c'est pas juste parce qu'ils sont bons, c'est aussi parce qu'en pratiquant ce type de compétition, ils apprennent des choses qui nous serviront. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'il y est allé. Et il baisse pas les bras. Hein. La sélection se fera à Clearwater, près de Miami, début février. Et dans les règles émises par la fédération, il y a un seul cas où un équipage est certain d'être sélectionné, c'est-à-dire où il n'y aura pas d'intervention humaine et l'avis du directeur technique national ou des gens de la Fédération française de voile, dont on connaît la grande compétence en la matière, c'est si le gars est champion du monde. C'est-à-dire que si soit Camas, soit Moana Vero gagne les championnats du monde à Clearwater début 2016, et c'est lui qui sera sélectionné, ce sera tant pis pour Besson-Rioux, qui sont juste triple champions du monde.
Mais non, au contraire, ça fait monter le niveau général. C'est très très bien la compétition. Donc voilà, donc il continue là-dessus et il va passer quasiment tout le mois de décembre et tout le mois de janvier aux États-Unis sur le plan d'eau de la sélection à se préparer, à s'entraîner pour ça. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'on n'est pas tout seul dans l'équipe. Il y a là qui vient comme coach, comme assistant coach aux Bermudes, il y a Pierre Pennec, qui avait fait quoi, 4e aux Jeux Olympiques en 2000, c'est ça, Jim? Avec Diane Guichard, Pennec Guichard, en tornado, qui courait dans l'équipe Groupama cet été sur le Tour de France à la voile et qui vient donc aux Bermudes en assistance de Bertrand Passé, qui est le coach. Donc si Franck n'est pas là à certains moments, les autres peuvent continuer à naviguer sans lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Pierre-Yves. On a vu que l'an prochain, tous les circuits Extreme 40 et maintenant le championnat du monde de match race vont se faire sur les bateaux qui volent. Est-ce que vous allez y engager des bateaux dans ces deux circuits? Parce que je ne connais pas grand-chose, mais je pense qu'il faudra mieux être devant à la première, au petit débordement. Alors on a... Juste, Hervé disait que... Voilà. Alors, on a une petite contrainte quand même du protocole. On n'a pas le droit de disputer de championnat en dehors des ACVS. C'est-à-dire que l'équipe Groupama Team France n'a pas le droit de faire du GC32, n'a pas le droit de disputer l'Extreme Sailing Series. Voilà, c'est parce que c'est pour... je pense qu'ils voient dans ces circuits-là en fait, des circuits concurrents de leur ACVS. On voit beaucoup d'équipiers de la Coupe qui traînent sur différents supports, par ailleurs, mais jamais l'équipage constitué, complet, parce qu'on n'a pas le droit. Il faut demander de l'autorisation en fait au commercial commissionnaire. Même pour faire la petite coupe, la Little Cup, on a été obligé de demander l'autorisation. Ouais. S'il vous plaît. Et ils ont été sympas, ils l'ont accordé. Forcément, il n'y avait pas tout l'équipage, il n'y était que 2 à bord. Ouais, mais bon, on développe, c'est la petite coupe d'Amérique et tout. C'était bien d'ailleurs, vous avez vu? Est-ce que vous avez mis la photo? Ouais, pas mal. Hein, non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Je rebondis juste sur ce que tu disais, Corentin, sur le chiffre de 30% d'argent public chez Team New Zealand. Ça me paraît beaucoup. Il y avait plusieurs millions d'euros, mais je ne sais pas si ça. Ouais, mais c'était ça. Un tiers du budget. Ouais, c'était ça. Non, mais dans le passé, en fait, en gros, c'est à peu près toujours ce qu'ils mettaient. Ouais, mais qui est toujours là. Ouais. Alors moi, je voudrais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a passé une annonce la semaine dernière, vendredi, qui est parue. Pour les petits jeunes. Tu cherches à loger des équipiers d'Artemis. Au contraire, on a passé. Je dis ça parce que je vois Thierry Verneuil, président du conseil d'administration de l'École nationale de voile, qui est intervenu ce matin. Il est bon, il était bon. Très bien. Et donc on a lancé ensemble avec le NVSN. Et donc ça fait un tabac sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant. On est à plus une vidéo de Camas qu'on a faite la semaine dernière, on doit être à 22 000 vues et à peu près 100 000 personnes touchées. Juste sur un petit truc. Hein. Mais non, on illustre la filière là-dessus et je pense que c'est important parce que nous, on va peut-être avoir du mal. On commence à plus être tout jeune. Mais je pense que effectivement, sur ce projet de coupe, on est en train de réveiller un petit peu une sorte de fierté. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On peut vous applaudir. Merci pour toutes les infos.